Ah, on a aussi des... C'est quoi ça? C'est Un prunier. Ah, c'est un prunier. Ouais. Oh. Donc finalement, vous cultivez un petit peu. Vous avez planté le prunier ou bien c'était là? Honnêtement, non. Celui-là, je l'ai récupéré quelque part, mourant au bord de la route. Je l'ai ramené, j'ai planté et il a pris. Ouais. Voilà, on est assis, on est bien, ça fait changement. Et là, je voudrais présenter cet invité spécial, versatile, vivant, montré d'ailleurs dans toute sa versatilité, qui nous a parlé des gris-gris longuement, de la culture africaine, de son rapport avec la modernité, modernité africaine et modernité, disons, européenne, occidentale même, et savoir qui nous parle en fait. Oui, Lamine. Nord du Cameroun, nous a-t-on dit, habitant à Saint-Denis, peut-être pourquoi cet intérêt pour l'art? Comment pourrais-je vous répondre l'intérêt pour l'art? Je pense que je suis un artiste très, très engagé. Et pour moi, être artiste, c'est savoir aussi une autre façon de pouvoir s'exprimer différemment. Donc c'est une manière, c'est une façon complète de s'exprimer. Mais quand vous parlez des gris-gris, quand vous collectionnez les gris-gris, quand vous collectionnez les chaussures, quand vous collectionnez les robes, est-ce que la collection est une manière de s'exprimer artistiquement? J'ai toujours travaillé sur les collections et les collections ont toujours un but. Je ne les collecte pas parce qu'il faut les collecter, je les collecte aussi comme si je collectais l'histoire au passage du temps. Ah, vous n'êtes pas un simple collectionneur qui ramasse, qui thésaurise d'une certaine manière. Pour vous, c'est une façon d'avoir le plus grand nombre d'informations données sur une tranche d'histoire. Exactement. C'est ce qui m'intéresse. Et pourquoi vous voulez avoir toutes ces informations? Je veux avoir des informations parce que je vais sauver certaines parties de l'histoire que je suis en train de voir petit à petit l'effacement complet. Quand je parle des gris-gris, par exemple, ça fait partie de ma culture. Je suis musulman, mais avant d'être musulman, j'ai ma culture. Donc je pense pas que l'un doit effacer l'autre. Donc je suis musulman, je le pratique, je suis convaincu, rassuré, mais par contre je voudrais aussi garder une partie de ma culture. Donc je vois que certaines personnes ou certaines cultures cherchent à effacer les autres, ça veut dire que le gris-gris par exemple doit être complètement effacé de mon histoire, alors que ça fait partie de la pièce maîtresse aussi de mon histoire. Donc vous voulez dire qu'en tant que musulman, vous n'auriez pas dû avoir de gris-gris? Absolument pas. Donc si vous êtes musulman, vous vous fiez à ce que le prophète et Allah a dit. Donc le gris-gris, vous le mettez de côté, vous croyez en Dieu. Mais à côté, j'ai quand même ma culture sur laquelle je me suis développé. Donc je ne trouve pas qu'il faut que j'efface ma culture pour rejoindre autre chose. Donc il y a ma culture et il y a ma religion. Donc je pense que ça peut s'accompagner, ça peut être l'un ou l'autre du moment où ça ne nuit pas à ma religion, à mon comportement ou à d'autres personnes. Donc si je ne nuis personne, je pense que je peux vraiment avoir la possibilité. Et vous trouvez ces temps-ci, il y a une tentative d'effacement des cultures nationales, des cultures, disons, intrinsèques à la société par des cultures religieuses. Exactement. Donc je sais que la culture religieuse, elle a sa place, elle est indéniable, elle est intouchable, mais il faut que cette culture-là doit aussi respecter la présence de la culture qui est le fondement de ce que nous sommes et de ce que nous avons vécu avant d'embrasser nos religions. Là, on est dans le territoire de l'ethnologue, de l'ethnographe, du sociologue un peu. Qu'est-ce qui est votre culture? C'est quoi cette chose que vous appelez ma culture? Par exemple, ma culture, c'est tout ce qui m'a nourri, tout ce qui m'a permis de réfléchir, tout ce qui m'a permis de grandir, tout ce qui m'a éduqué et qui m'a permis aussi d'arriver où je suis. Donc il y a quand même une base qui est très ancrée et qui est respectable. Et il y a une partie de la religion qui est venue aussi prendre sa place. Donc je voudrais qu'on fasse la différence entre la culture
elle-même qui est la base et le socle de tout, et la religion qui est venue avoir aussi sa place à côté. Celui-ci ne doit pas effacer complètement la base de la culture. Par exemple, je vois dans certaines parties du monde, dans certaines parties de l'Afrique, c'est-à-dire en Afrique centrale, vous montez vers l'Afrique de l'Ouest, il y a certains religieux qui essayent de s'approprier de tout ce qui est gris-gris. Par exemple, une partie du nord du Mali où on a récupéré tous les gris-gris, on a mis au centre du village et on a mis du feu. Donc je trouve pas que cela avait besoin d'être fait comme ça. Le gris-gris à sa place, c'est lui qui croit pas, ne croit pas, mais c'est une partie de nos cultures et c'est une partie de pratique que nous avons trouvée. Donc il faut faire la différence entre cette pratique-là, cette culture-là et la religion qui occupe sa place. Donc je te laisserai compléter ou amener des informations complémentaires. C'est une belle définition et juste définition de la culture. Je dirais juste qu'en fait, à cette définition, il faut rajouter ce à quoi tu es confronté aujourd'hui. Voilà, parce que si vous voulez, dans la culture et dans l'ethnie où j'ai grandi, ou dans le pays où j'ai grandi, dans le Nord Cameroun, on a toujours eu des gris-gris. Il y a toujours des enfants qui avaient des gris-gris contre la sorcellerie ou contre certains ordres des choses, des pratiques, des cauchemars nocturnes et des maladies, des mauvais œils et tout ça. Donc il y a tout ça. Donc aujourd'hui, petit à petit, vous ne trouvez plus des gamins avec des gris-gris. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Par exemple, moi, quand je repars chez moi, j'ai des petits-neveux, j'ai des petits cousins, mais personne n'en a. Alors que nous, quand on était petits, on avait. Même si on ne savait parfois pas à quoi ça servait, mais on avait quelque chose où on attachait, ou qui était dans nos poches, ou qui était suspendu à nos cous, ou qui était, par exemple, dans les cheveux de filles. Je pense que ça fait partie de la culture et on a grandi avec. Et aujourd'hui, je vois petit à petit l'effacement complet. Complet. Je peux même dire que c'est effacé. Les cornes, c'est quelque chose qui garde le secret. L'une des raisons pourquoi la corne a toujours été utilisée pour le gris-gris. Donc, vous avez trois choses. Vous avez la corne, vous avez la peau, et puis, vous avez le tissu. C'est les trois choses les plus importantes dans la fabrication du gris-gris à la base. Le tissu 100% coton qui fait symbole de quelque chose de naturel, bio, qui respecte la nature. Dans le cas où il peut être jeté ou il se perd, il peut intégrer la terre et devenir soi-même une partie de la terre. Par exemple, vous voyez ça. C'est un gris-gris aussi. La fabrication même de la chose est faite par la nature. Le dessin, la sculpture, elle est faite par la nature. Donc si elle est comme ça, c'est juste un morceau de bois qu'on retrouve par terre. Mais quand vous le tournez, ça a été sculpté. C'est presque une maladie sur ce morceau de bois. Voilà. Et qui fait un dessin? On ne sait pas. Est-ce que le dessin est fait par la nature? Est-ce que c'est la maladie de l'arbre en soi-même? Donc, bon, voilà, ça fait partie de quelque chose qui englobe et qui garde quelque part un mysticisme. C'est quoi un gris-gris, par exemple? Pour réussir, on vous dit, il vous faut, par exemple, les larmes d'une vipère, le cerveau du chat, en tout cas, des tas des éléments qu'on vous demande. Mais moi, je ne veux pas avoir ces éléments tels que, c'est-à-dire l'ADN des choses qui prouvent ces éléments. J'ai envie d'avoir l'élément. Quand vous me demandez un chat, j'ai envie d'avoir un chat. Donc, ça veut dire que si vous me demandez un chat, je vais vous ramener un chat, mais je ne veux pas que vous enlevez un élément de ce chat-là. Donc, vous me mettez le chat, vous me demandez une corne et je voudrais avoir la corne, alors que dans le vrai gris-gris, si on vous demande un chat, vous pouvez ramener le poil de ce chat, il est suffisant. Vous comprenez? Quand on vous dit les larmes d'une vipère, vous pouvez juste prendre quelque chose lié à cette vipère-là. Ça symbolise les larmes de cette vipère. Il y a des gens qui arrivent aussi à obtenir ce qu'on les demande exactement. Mais les gens qui nous écoutent là ont l'impression qu'on parle beaucoup de gris-gris et qu'on est resté dans cette atmosphère-là, dans cette
culture-là, dans cette ambiance-là. Pourtant, vous avez été l'un des premiers dès l'annonce officielle de la Covid, cette pandémie, et ce virus qui parcourt la planète, à récupérer artistiquement ce phénomène, peut-être dans un but de mieux expliquer, de presque une sorte de gris-gris, une protection. Les gens étaient désemparés. Vous avez rapidement entendu le mot masque, Afrique. Du coup, je ne sais pas si je peux l'appeler récupération, mais j'ai pensé à la chose avant et j'ai pensé à l'éternité dont ça risque de prendre. Et puis les informations qui peuvent nous passer sous le manteau, qu'on ne pourra pas peut-être comprendre, ou les chiffres qu'on peut complètement aménager selon les tendances politiques, ou selon les pays, ou selon les nécessités des hommes politiques. Donc je savais que ça devait être compliqué, et je savais que les masques vont rester comme un outil qui va intégrer aussi le futur et la mode, et qui va rester très longtemps. J'ai eu la chance dès le lendemain Dès le lendemain de la décision du président de la République Emmanuel Macron, j'ai décidé de faire chaque jour un masque. Et tous les jours, je faisais un masque. J'ai décidé de faire un masque avec ce qui m'entoure, ce que je possède, pour ne pas sortir. Comme c'est un confinement, je le faisais avec des bouts de tissu, avec tout ce que je mangeais, avec des légumes, avec tout ce que je trouvais, les jeux de mon fils. Je jouais avec tout ce que je possédais. Donc, des comprimés, donc j'ai eu le temps de faire le nettoyage chez moi. J'ai des comprimés que j'ai retrouvés dans des placards, comme celui-ci. Donc, voilà. Mais masques, est-ce que vous avez été, disons, élevé avec des masques? L'art africain, la sculpture africaine, le mot masque, c'est pas un mot qui vous fait peur? Le mot masque déjà me parle énormément, parce que bon voilà, je suis né dans le masque, je connais complètement ce que c'est un masque. On a toujours dansé dans la partie traditionnelle avec des masques. Des masques font partie aussi des prises de physionomie d'une autre personne, ou d'une personne qui est morte, ou d'une autre personne qui existe mais qui ne vit plus avec nous. On a toujours joué avec ça. Les masques font partie de la vie au quotidien en Afrique, et beaucoup de gens le savent. Donc pour moi, j'avais pas la peur déjà. Donc en plus, je connaissais parfaitement toute l'Asie, donc porter un masque pour moi était tout à fait logique. J'ai été déjà confronté à des confinements tels que en Chine, au Japon, à Taïwan, donc je connaissais déjà l'importance de ces masques-là. Ce n'était pas une surprise en tant que telle. Bah écoutez, voulez-vous porter ce masque qui fait partie de tout ce que vous avez fabriqué, qu'on regarde un peu à quoi ça ressemble? Bien sûr, volontiers. C'est un des premiers masques que vous avez fait? Un des premiers, non, mais il fait partie. Donc, et ça donne quoi de profil? Regardez-moi. Ah oui, d'accord. Voilà. Non mais ultra levure sur les côtés. Voilà, exactement. Donc j'en ai comme ça 55 pièces qui ont été exposées. 55 masques. D'accord. Et comme Lamine ne fait pas que collectionner des choses, il crée aussi. C'est un plasticien, en fait, il a tous les titres. Styliste, artiste, plasticien, et que sais-je encore, collectionneur, il fait beaucoup de choses. Et cette pandémie lui a donné tout de suite l'idée, évidemment, de faire ce masque qu'il tient. Mais mieux encore, ici à Saint-Denis où il habite, ce que je découvre, c'est tout ce que nous avons là. Par là. Ce sont... C'est quoi ça, Lamine? En fait, tout ce que vous voyez là, c'est... Excuse-moi, même si je rentre dans le cadre, mais je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être... quelques-uns. C'est vide, je crois. Ces bouteilles qui sont vides, ces petites bouteilles. En fait, ça, c'est tous les vaccins, toutes les premières personnes qui ont été vaccinées dans la ville de Saint-Denis. Donc, vous avez tous les flacons. Vous avez Pfizer, Moderna... beaucoup, en tout cas presque tous les vaccins qui sont disponibles, Johnson & Johnson, tous les vaccins qui sont disponibles en France sont ici.
Donc c'est des bouteilles vides dont je Sinovax. collectionne, que voilà, Sinovax et tout ça que je... Donc vous avez tout de suite compris, collection de gris-gris, collection de masques, collection de chaussures, vous avez tout de suite compris qu'il y a un rapport historique et culturel avec les vaccins. Exactement, nous n'avons jamais vécu un moment pareil, en tout cas de cette génération, nous n'avons jamais vu un truc pareil. On a l'impression de vivre dans des séries de Netflix avec tout ce qui se passe aujourd'hui. On vous confine, demain on vous déconfine, aujourd'hui vous partez à 21h, demain c'est 19h. Je vois que donc, Dany les a mises dans sa poche, les petits flacons. Effectivement, Donc ça a de l'intérêt. j'ai vu. Donc, non, ça c'est les premières personnes. C'est pour pas les garder dans la main. mais ces petites bouteilles. On va les remettre non, mais, alors. Ok, mais ces petites bouteilles quand même, c'est très esthétiquement fait. C'est-à-dire que même au cœur de la douleur, de la mort ou de quoi que ce soit, l'être humain tend à l'esthétique. Exactement. Il faut faire ça beau quand même. J'ai adoré la beauté de la chose. Oui, c'est magnifique. Et puis la simplicité, la petitesse. Et puis dans une bouteille comme ça, si on vous dit qu'il y a 4-5 personnes, c'est quand même assez important. Donc voilà, c'est... Mais ça va vous servir à quoi alors? C'est pour une installation, c'est pour un travail qui est en vue. C'est-à-dire à travers cette maladie, j'ai aussi envie de dire qu'il y a eu avant, pendant et l'après-Covid, donc qui va être quelque chose de très important pour nous. Et je voudrais aussi traduire un message par rapport à ces produits-là. Ouais. On nous a toujours vendu les pays occidentaux comme les premiers pays au monde, le rendez-vous du donner et du recevoir, les pays en avancée technologique, les pays où tout est en ordre, tout est propre, les hôpitaux, les savants, tout se trouve là-bas. Mais on est un tout petit peu surpris et déstabilisé de voir que dans ces pays où on dit que tout va bien, tout est à la pointe des technologies et qu'on n'arrive pas à trouver une solution aussi rapide. Et puis les gens s'attendaient aussi peut-être que dans certaines parties du monde, comme en Afrique, que des gens peut-être meurent comme des mouches. Et bon voilà, on ne comprend pas quel est le phénomène. Est-ce que certains sont à l'abri? Est-ce que c'est les gènes? Est-ce que c'est le climat? Si on nous parle de la chaleur, il fait autant chaud en Chine qu'en Afrique, mais ça a commencé par la Chine. C'est aussi pour vous dire qu'il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de modernité, mais les gens peuvent avoir la possibilité de respecter certains ordres des choses parce que les gens se lavent la main, ils sont habitués à des pandémies, c'est pas... Vous avez d'autres maladies telles que le paludisme, qui est déjà aussi une pandémie, mais qui, comme ça se limite dans les fondations et dans certaines limites des pays africains, donc on n'a pas plus poussé à trouver des vaccins que le Covid qui a touché presque toute la planète. D'accord, ça c'est les flacons des doses qui ont été administrées ici à Saint-Denis. Ici à Saint-Denis. Là où nous sommes en ce moment. Et tout le monde parle de votre engagement dans cette communauté à Saint-Denis. C'est pas la première fois que vous intervenez artistiquement et socialement. Aussi. Parce que socialement, si je vois bien, vous êtes presque décoré comme... Je suis ambassadeur de la vaccination Covid à Saint-Denis. Ça veut dire quoi? Vous vaccinez? Ça veut dire que je suis une des personnes qui va vraiment vous parler de la vaccination, qui va essayer de vous convaincre de venir vous vacciner et d'aller maison à maison trouver des personnes qui n'ont pas la possibilité, par exemple, d'aller se vacciner ou qui ne peuvent pas marcher, que je peux dépêcher une équipe pour venir vous amener vacciner, ou je peux déplacer les gens pour pouvoir vous vacciner. Donc aujourd'hui, dans la mesure du possible, je peux faire vacciner entre 100 et 200 personnes, qu'ils soient dionysiens. Vous avez beaucoup de pouvoir. Est-ce que vous êtes vacciné, vous? C'est pas question de pouvoir. Pas encore, parce que je ne vais pas prendre la place des autres. C'est ça que je veux dire. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de pouvoir, mais vous respectez la signalisation. C'est pas le pouvoir, c'est une possibilité. Si vous êtes artiste quelque part, vous avez aussi un peu la parole à respecter, une responsabilité. Donc je vais chercher des gens pour les faire vacciner. Si on veut sortir de ces marasmes, il faut aussi faire quelque chose. Donc je milite pour que les gens se vaccinent le plus tôt possible et le plus vite possible pour que la situation change, pour qu'on puisse sortir. Donc ça c'est grâce à la mairie de Saint-Denis qui m'a demandé d'être ambassadeur. Je suis ambassadeur de ces vaccins et je démarche pour que les gens puissent aller se vacciner rapidement parce qu'il y a les possibilités, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. On est capable aujourd'hui de vacciner 2000 personnes au Stade de France tous les jours, donc c'est aussi une chance parce que c'est quand même
le département, le 93, reste le département le plus touché par le Covid. Et on est les premiers aussi à avoir la masse des personnes vaccinées. Mais il n'y a pas que le vaccin à Saint-Denis dans vos interventions. Il y a aussi le fait que vous avez réalisé une exposition des plus atypiques, c'est-à-dire qu'un individu venant d'un pays africain comme le Cameroun, on n'aurait pas pensé qu'il pourrait faire une exposition dans la célèbre église qui a vu où se trouvent les tombeaux des rois et des reines de France. Il y a 42 rois, 32 reines et 75 serviteurs qui sont ensevelis dans la basilique cathédrale de Saint-Denis. C'est la sœur de Notre-Dame qui est construite ici. Aujourd'hui, ici, il y avait pas ce qu'on appelle l'apartheid territorial. Saint-Denis devait être le lieu le plus touristique après la Tour Eiffel au niveau des visites parce que c'est quand même les rois les plus importants, les personnes les plus importantes de l'histoire de France qui sont ensevelis ici dans la basilique. Donc vous êtes touché par cela, par l'histoire de France? Je suis touché par l'histoire de France non simplement parce que j'y vis, mais tous les gens qui gravitent autour de la basilique cathédrale de Saint-Denis, qu'ils soient dionysiens ou pas, qu'ils soient de passage ou pas, qu'ils soient musulmans ou pas, ou de n'importe quelle obédience religieuse, politique, économique et sociale, la basilique, elle nous appartient tous. Donc, je me réapproprie de quelque chose qui m'appartient. L'histoire de France m'appartient aussi. D'autant plus que je suis français, j'ai vécu en France, je rêve français, je mange français, donc cette histoire m'appartient aussi. Et vous avez précisé que ce ne sont pas forcément les reines qui avaient le pouvoir, mais celles qui étaient tout simplement reines au foyer, si on peut dire. Exactement, parce que j'ai voulu aussi mettre en lumière ces personnes-là, parce qu'à chaque fois qu'on parlait des femmes qui sont ensevelies là-bas, on parlait de la femme d'eux, ou la nièce d'eux, ou la fille d'eux. On ne parlait pas de ces personnes, alors que ces braves femmes font partie de ceux qui ont écrit l'histoire de France, ceux qui ont défendu les frontières de la France avec du sang et du fer noir. Ça, on oublie ça. Donc, on ne parle pas beaucoup de ces personnes. Frédégonde, qui a énormément fait, on ne parle pas de Berthaud Grandpied. Il y a énormément de personnes dont on n'a pas parlé. Donc vous avez choisi des femmes qui sont plus ou moins effacées de l'histoire. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette personne en valeur. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est un challenge aussi pour moi. Être musulman, migrant et vivant en France, étant français aussi en même temps, mais de travailler dans un lieu aussi important. Parce que pour moi, la vitrine de mon travail et des expositions que je vais devoir faire dans le monde, serait représenté par mon musée personnel et par ma vitrine personnelle qui sera la basilique cathédrale de Saint-Denis. C'est votre musée personnel. Exactement, c'est comme ça que je... Et il y avait combien de robes à votre Il y avait 8 robes dans la basilique cathédrale de Saint-Denis, mais 16 au total dans la ville de Saint-Denis, parce que j'ai choisi aussi les lieux stratégiques de la ville de Saint-Denis où les Dionysiens n'allaient pas, ne s'y rendaient pas. Voilà, donc le but aussi de ce projet-là, c'était une façon aussi de dire aux gens que vous habitez la ville, vous vivez dans cette ville. Mais pourquoi les gens quittent de Chine, de Japon, des États-Unis pour venir voir un lieu que vous pouvez rentrer voir qui vous appartient et vous n'y allez pas? Le prétexte c'était que non, c'est la mosquée des chrétiens, mais non. Le lieu du culte appartient à ceux qui le pratiquent, mais en même temps, il y a quand même l'architecture qui est hors du commun, qui a été... Personne ne peut te dire comment on a construit. C'est tellement complexe, c'est tellement beau. Les lumières, des vitraux, les rosaces et tout ça, c'est d'une importance capitale, c'est d'une beauté, mais hors du commun. Donc c'est quand même un des endroits, c'est le seul lieu où on peut avoir le rendez-vous des morts et des vivants. Vous avez tous les morts de la royauté qui sont là et les vivants qui viennent rendre visite. Pour moi, c'était un challenge aussi d'amener la population dans ces lieux-là. Et je pense que j'ai atteint mon... Une minute, je pense que j'ai atteint mon apogée parce que ma mission, au fait, c'était de faire rentrer. Et le premier jour où on a ouvert uniquement pour le 93, on a eu 2700 personnes. C'est l'équivalent de ce qu'on a en un an, qu'on a eu en une journée, grâce à la sensibilisation. Donc, grâce au fait que vous avez sensibilisé, vous avez fait participer des personnes qui généralement ne s'intéressaient pas du tout à cette église, aux reines de France. Donc c'est ça qui est important maintenant, c'est faire entrer un nouveau public.
public. Ça vous intéresse? Absolument, absolument. Casser les classes sociales, faire rentrer des gens neufs. Exactement, tout le monde s'est senti important. Vous avez la communauté des Bangladesh qui ne se rendait pas du tout là-bas. Vous avez certains gens qui sont nés à Saint-Denis, grandis à Saint-Denis, mais qui n'ont jamais osé même toucher le mur de la basilique cathédrale Saint-Denis, mais qui se sont retrouvés à créer une robe appartenant à Jeanne d'Arc. Donc, et qui vont se retrouver dans l'exposition dont les journaux vont en parler, dont la télévision est allée interviewer. Donc c'est quand même une importance capitale. C'est aussi un estime de soi-même qui se retrouve sur une place assez importante. Il y a des gens qui n'ont jamais été, donc qui sont revenus présenter leur travail à leurs enfants, à leur maman et à leurs hommes. Donc c'est important pour moi. Vous aimez travailler en groupe? Absolument. Monter un projet avec des associations, avec des personnes qui vivent autour et faire valoriser, je pense que c'est quelque chose qu'on capitalise et qu'on voit immédiatement le produit, le respect, la valeur et tout ça. Non, je pensais tout à l'heure pour les robes, en fait, c'est des robes que vous créez et vous dites quelque part que ces robes que vous avez créées ne peuvent être portées. Et je passais un jour dans la cour ici, en montant l'escalier là-haut, je suis tombé sur une chemise accrochée sur un mannequin. Et on ne pouvait pas entrer là-dedans, le cou est fermé. Il m'avait dit ça nous parle de l'homme de la Guinée. Alors pourquoi donc ces espèces de robes et de vêtements fermés, cousus à certains endroits ou ayant des dimensions démesurées? Pourquoi des robes qu'on ne peut pas porter? Des robes qu'on ne peut pas porter, je pense que si j'avais fait une robe qui se porte, qui est normale pour une personne normale, je pense que ça n'avait pas d'intérêt. Donc aujourd'hui, ça intrigue parce qu'il y a le fine art touch artistique qui prouve que le côté plastique existe et que la beauté, on peut le voir partout. C'est à nous de décider que c'est beau ou c'est pas beau. Ce n'est pas à d'autres personnes de nous inculquer ce qui est beau ou ce qui n'est pas beau. Donc je vais jouer sur ces côtés-là. Les chemises que vous avez vues, qui avaient... aux formes inhabituelles. Voilà, aux formes inhabituelles. Je suis parti sur un projet pour faire aussi des vêtements infirmes comme les êtres infirmes. D'accord. On a toujours vu des gens parmi nous, même si on lutte pour éradiquer certains ordres dans certaines parties du monde, quand on fait l'échographie et on trouve que votre enfant sera infirme, bon, on va vous demander s'il y a une possibilité d'avorter ou pas. Donc alors que moi, je voudrais que tout existe, tout soit tel qu'il est, c'est normal. Il n'a pas demandé à venir, ces gamins, sur Terre. Et s'il est là, il est là. Les parents vont vous dire que ça va nous prendre le temps, on va s'en occuper. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le choix, c'est comme ça. Donc il y a des gens qui doivent être infirmes. Et pourquoi les vêtements doivent tous être conformes? Vous avez des pantalons qui devaient normalement avoir un seul pied, parce qu'il y a des gens qui ont un seul pied. Donc pourquoi les vêtements ne peuvent pas être infirmes? Je vais parler de l'infirmité. J'ai des vêtements où il n'y a pas de manches, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de bras. J'ai des vêtements où il n'y aura pas de poche, parce que la personne n'a pas la main pour mettre la main à la poche. Donc forcément, je ne peux pas mettre des poches. Je m'adapte aussi à ces genres de catégories de personnes. Mais en même temps, la chemise que vous avez vue, qui n'avait pas le col à l'endroit, mais qui avait le col plutôt au ventre. J'ai parlé d'un autre sujet, c'est le nombrilisme. Le nombrilisme, c'est ça. Voilà, exactement, c'est le nombrilisme. Je parle des personnes aujourd'hui, quand vous parlez de la... Vous parlez des pandémies. Et les gens veulent soigner leur population sans savoir que si vous ne soignez pas le reste, la maladie, elle ne partira pas. Elle reviendra toujours. Parce que le mouvement du peuple, le peuple qui bouge, il bouge avec sa maladie. Le mec, il n'enlève pas, la maladie n'est pas un costume qu'ils disent que je garde le costume en Afrique. Et comme ça, moi, je veux comme ça en France. Donc, si vous ne soignez pas celui qui est là-bas, il prend l'avion, il prendra avec, il contamine des gens de l'avion, les gens, ils vont arriver, ils vont contaminer les douaniers vont ramener à la maison et c'est le serpent qui s'est mord la queue. C'est ce que je veux dire à travers. D'accord, je comprends. En fait, le handicap, comme l'infirmité, tout le reste, fait partie de la nature, en fait. Exactement, ça fait partie d'une forme d'engagement chez vous. C'est pas simplement de la nature, mais ça fait partie de nous. De nous, oui. Voilà, la mine collection.
Hein? Je te dis, moi je m'occupe pendant que... Dani, tu vois, on est avec un créateur avec grand C. Juste là, regarde. Et derrière nous, ça n'a quasiment plus rien à voir avec les gris-gris, fétiches, Ou les masques. amulettes et masques dont on vient de parler, qu'on a vu tout à l'heure. On n'a pas eu des robes, bien sûr. Et là, j'aurais voulu que Lamine nous dise ce à quoi ça correspond, puisqu'on est quelque part ici dans son Studio. studio. Son atelier, Son musée personnel. comment vous appelez ça, là où nous sommes? C'est Votre ton jardin champ. secret. D'abord, c'est à l'intérieur d'un jardin. Ouais. On va dire que c'est l'endroit où je m'inspire, où je réfléchis, où je pense à mon travail, ou à des projets futurs aussi. Quand on est allé demander les tirailleurs sénégalais, entre guillemets, on dit tirailleurs sénégalais, c'est un nom, mais c'est toute l'Afrique. Donc, alors, tous ces personnes-là... De venir combattre pour la mère patrie France. Exactement. Et vous pensez qu'ils sont partis comme ça, avec les armes, c'est tout? Il n'y a pas un seul qui est parti en oubliant le gris-gris, ou en oubliant le marabout, ou en oubliant les médaillons de vierge dans la poche. Chacun est parti avec quelque chose pour se protéger. Et ils ont espoir d'aller faire cette guerre-là et revenir. Ça, c'est quelque chose qui, chez nous, c'est important. Ça tient, ça a une place, mais très, très, très importante. Alors, ça, c'était pendant la guerre. Mais récemment, l'Afrique a connu toute une série de guerres civiles. Je pense au Sierra Leone, Libéria et tout le reste. Centrafrique. On a vu apparaître des soldats, des enfants soldats, avec toute une série d'amulettes, d'objets justement confectionnés et qui les rendraient Invisible. d'une part invisibles et surtout qui les mettrait à l'épreuve des balles. Ah. Ah, Donc, par exemple, vous avez j'étais celui-ci. sûr qu'il y en avait ici. Voilà, ça, c'est les anti-émeutes. Donc le gris s'appelle anti-émeute. Anti-émeutes. C'est-à-dire, dans tous les émeutes qui vont se dérouler quelque part, vous êtes protégé. Non simplement, vous ne rencontrez jamais des difficultés, c'est-à-dire ni pour passer, ni pour revenir, ni pour être gazé, c'est-à-dire tous les obstacles vous évitent comme vous l'évitez. C'est comme un passeport. Ça veut dire que si vous avez des obstacles en face de vous, vous êtes obligé d'être guidé à la gauche et l'obstacle à gauche. Donc c'est des protections. Voilà, dont le nom est Pakarapakchak. C'est-à-dire anti-émeute. Voilà, anti-émeute. Donc, qui vient de mes deux grands-pères qui sont des jumeaux eux-mêmes, qui ont hérité eux-mêmes d'une autre partie. Mais là, c'est revenu à un de mes cousins, qui s'appelle Soweto. C'est lui qui les a gardés jusqu'au moment où je suis allé pour la mort de mon père et il me les a remis. Bon, voilà. Donc ce sont des choses qui se remettent aussi dans la famille. Exactement. Il me les a remis. Et d'ailleurs, pourquoi il me les a donnés? Oui. On a parlé des gilets jaunes. Oui. Et il pensait que ça risque de renaître et que je pourrais éventuellement être gilet jaune. Je lui ai dit que non, il n'y a pas besoin. On n'a pas les mêmes combats. Donc, du coup, et ça, il m'a dit au cas où, on ne sait jamais. C'est un beau nom hein, pour gris-gris, gilet jaune. Oui, bon voilà. Donc, c'est un gris-gris, gilet jaune. Non, mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'abord... Il y a des cartouches. C'est des Que cartouches, l'on c'est ça. désigne là. Donc, vous avez les cartouches des fusils enveloppés, mais dans ces cartouches-là, il y a des ingrédients qui peuvent faire partie de tout ce qui participe de la charge. Voilà, qui participe de la charge. Et puis là, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a là-dedans. Je ne me suis pas permis ni de demander, ni de comprendre. Alors, mais je sais qu'elles sont fonctionnelles. Déjà, vous voyez. C'était ma question. C'est fonctionnel. C'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Il le portait tout le temps et il l'a utilisé parce que vous voyez, hein, il est. Donc les deux jumeaux. Exactement. Ce sont vos grands-parents. Voilà. Mais c'est émouvant quand même d'avoir ça. Exactement. En dehors de tout. Ah si, c'est très. Vous voyez. Parce que vous avez dit vos deux arrière-grands-pères, c'est des jumeaux. Exactement, c'est des jumeaux. Et les deux l'ont porté. Et les deux ont donné à un de leurs neveux qui est mort, dont le père, lui, est mort et a légué à un de mes cousins, qui s'appelle Soweto. C'est lui qui les avait et c'est lui qui me les a confiés. Oui, je comprends, j'entends bien. Mais là, en termes d'âge, ça nous ramène probablement, j'y vais au temps colonial, qui était un temps de violence. Exactement. Donc il s'était protégé parce avec que si vous voyez déjà les qualités bien sûr, des douilles, ça ça peut vous indiquer le temps. Hein. Donc sûr. Ce n'est pas les douilles d'aujourd'hui, quoi. Les gens peut-être ont pu voir, puisqu'on a filmé un peu partout, ce bordel. Comment vous arrivez à vous retrouver?
On dit Lamine tout à l'heure, parce qu'on a dit Lamine, il faudrait trouver quelque chose. Vous dites, ah, et puis là, avec sa petite démarche soutillante, et il va prendre la chose. Et il m'a dit, ah, mais c'est tout est en ordre. Ouais. Si quelqu'un s'avise d'y mettre de l'ordre, c'est là que je suis perdu. Au fait, je ne peux me retrouver que dans mon bordel, au fait. Je sais où tout est posé. Mais par contre, si je mets de l'ordre, je ne me retrouverai pas. Et ici, j'ai la chance de ne pas avoir quelqu'un qui va venir me dire, mais vraiment, c'est un désordre. Donc, j'ai un plaisir fou de déposer ce que je veux, où je veux, quand je veux et comme je veux. Autorité de l'artiste. Exactement. L'appareil est très important. Je travaille sur beaucoup de projets. Là, vous avez tous les colliers en Tour Eiffel, Ouais. qui est très important, fabriqué en Chine, mais Ça vient de vendu en France. Et les meilleures personnes qui achètent aussi sont des Chinois. Donc c'est un souvenir qui perpétuellement fait le tour du monde. Il est fabriqué en Chine. Il n'est jamais vendu en Chine, strictement interdit de le vendre en Chine. Il prend le bateau, il revient en France, et les premiers acheteurs de Tour Eiffel sous forme de souvenirs au monde, c'est l'Asie et notamment la Chine. Donc c'est les Chinois qui le reprennent, qui repartent chez eux là-bas. Et quand ils en ont marre, ils sont jetés et recyclés pour être revendus et ils reprennent le bateau pour faire. C'est un produit qui fait. C'est le premier produit qui fait le tour du monde, mais à une vitesse vertigineuse. Mais c'est pas loin de la Covid. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les choses de circuler, de faire la circularité aussi. Alors c'est exactement comme ce qu'on appelle aujourd'hui l'immigration, donc c'est le mouvement du peuple. Ça a toujours existé, on l'appelait mouvement du peuple. Aujourd'hui, c'est l'immigration. Donc, on ne peut pas empêcher les gens de bouger. Partout dans le monde, on va toujours bouger. Si vous ne bougez pas parce que vous êtes autosatisfait et vous n'avez pas besoin de bouger, vous allez bouger pour découvrir. Si vous ne bougez pas pour découvrir, vous allez bouger pour aller mourir quelque part parce que votre destinée est là-bas, car je crois à la destinée. Et si vous ne bougez pas pour la destinée, le réchauffement climatique va vous permettre de bouger obligatoirement. Donc la mine nous fait bouger. Oui, le monde va circuler comme ça, on est obligé. Il vient de dire réchauffement climatique, parce que ça me fait penser à une autre forme d'engagement qui est aussi le sien, l'engagement pour la nature. Exactement. Peut-être nous en parler un tout petit peu. Oui, qui me tient énormément à cœur, la déforestation dans une partie du Cameroun, exactement le nord du Cameroun et présentement d'où vous venez la région de l'Adamawa qui est complètement dévastée, les arbres sont coupés sans réflexion. J'ai eu la possibilité dernièrement de rencontrer, il y a un mois, de rencontrer le maire de la ville en lui disant que Monsieur le maire, vous voyez, de l'autre côté, en Occident, ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils font tout pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais vous, vous faites tout pour ne pas voir la réalité, car nous sommes en train de perdre des arbres. Dans cette région, je suis né, j'ai trouvé que chaque maison a 3 arbres. Aujourd'hui, dans chaque maison, il n'y a aucun arbre. C'est coupé non simplement à l'intérieur des maisons, c'est coupé dehors, c'est coupé au bord des rues et c'est coupé. Mais je ne peux pas expliquer. Donc il y a une partie de la ville en hauteur où il y avait une forêt qui faisait peut-être une centaine d'hectares qui a été plantée, je pense, à l'époque de l'ancien président Amadou Ahidjo qui avait planté. Et aujourd'hui, cette partie-là a été complètement décimée. Une déforestation, mais volontaire, mais sans arrêt. Je n'ai pas du tout compris. Est-ce que c'est une rupture avec la tradition? Parce que si je prends le vaudou en Haïti, on a un problème de déforestation aussi, mais il fut un temps où on disait que les dieux du vaudou pouvaient aussi se retrouver dans un arbre, sous le mapou. On pouvait faire des cérémonies, ce qui rendait sacré l'arbre. Est-ce que l'arbre est désacralisé? C'est le reposoir. Il reste sacré dans certaines parties du monde. Quand vous allez par exemple au Bénin, on ne coupe pas un arbre au hasard. Au Togo, on ne coupe pas un arbre au hasard. Dans beaucoup de pays, au Nigeria, on évite de couper un arbre qui a vécu plus de 100 ans. Mais dans ma région, par contre, on n'a pas conscience. Parce qu'on ne peut pas imaginer que les esprits peuvent vivre sur un arbre. D'où l'effacement de la culture dont je parlais tout à l'heure. Vous n'êtes plus animiste? Parce qu'il y a certains qui sont animistes, mais de moins en moins, il n'y a plus d'animistes. Parce que l'animisme, il faut le dire pour les gens, c'est... Mais l'animisme par rapport au réchauffement climatique, je pense que c'est un allié incontournable. C'est Anima.
âme. Donc, s'il y a une âme dans la lune, les étoiles, les arbres, en fait tout ce qui est nature. Les cours d'eau, la nature. Oui. Exactement, exactement. Donc, ça les protège. Oui, là ce n'est pas du tout ça. Là ce n'est pas du tout ça. C'est d'une tristesse. Ce que j'aimerais comprendre, parce que ces gens qui coupent les arbres ont forcément une raison, mais je n'arrive pas. C'est pas pour le bois, ça rapporte pas tant que ça. Certains, dans la forêt dont je vous parle, à la sortie de la ville de Ngaoundéré, certains le coupent pour du copeau de bois, qui vont être transformés en un produit via le Tchad, qui s'appelle le Doukhan. C'est un produit local pour avoir une odeur spécifique ou pour certains mysticismes, pour appeler les djinns. Il y a une essence qui permet de rentrer en contact avec les djinns ou pour mettre des gens en transe. D'accord. Mais il n'y a pas besoin d'avoir que ça. Et même si c'était ça, je pense que un hectare d'arbres, voilà, les aurait suffi. Mais je ne comprends pas, parce que si on coupe ces arbres-là parce que on veut faire quelque chose avec, je devais comprendre, mais on les coupe parfois pour rien. Juste pour avoir de l'espace, pour avoir le terrain, le terrain et spéculer sur le terrain. C'est ça qui m'attriste. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Là, je me suis investi, j'ai essayé de trouver une solution pour prendre... de toute façon, j'avais voulu avoir plus, mais je n'ai pas pu avoir plus. J'en ai qu'un seul hectare que je vais sauver sur une petite parcelle qui a 75 pieds d'arbre. Sur lequel j'ai pas coupé. Voilà, j'ai bien précisé. J'achète pas la portion de terre, je m'en fous de la portion de terre, j'achète les arbres. Les 75 pieds, je les achète. Donc attends, c'est le grand combat. C'est-à-dire, on coupe les arbres pour garder la terre. Et vous voulez garder la terre et les arbres, et vous savez très bien, la terre sera toujours là. Exactement, c'est ça le but. Donc c'est pour ça que je l'ai dit, moi j'achète les pieds d'arbres. D'accord. Donc je ne veux pas, vous ne les coupez pas. La terre, je m'en fous. Vous cultivez, vous faites ce que vous voulez du moment où vous n'enlevez pas de la terre et vous ne coupez pas les arbres. Monsieur Lamine, vous êtes à Saint-Denis. Comment allez-vous protéger vos arbres? Ça, c'est le dilemme qui se pose. Je ne sais pas comment, mais je suis en train de réfléchir. Donc, il va falloir avoir des moyens. Ça, c'est une obligation. C'est le nerf de la guerre. Il faut avoir les moyens. Il faut trouver quelqu'un qui doit garder. Il faut qu'il soit payé. Il faut un contrôle permanent. Il faut que quelqu'un vive sur place 24 sur 24. Parce que si tu veux, ceux qui viennent couper, ils viennent à 4 heures du matin. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui vit sur place, c'est une forme de braconnage. Exactement. Mais vous savez quand même qu'il n'y a pas de solution individuelle. Vous pouvez peut-être sauver vos arbres, mais pas pour longtemps. La seule façon de les sauver, c'est de sauver tous les arbres. Il faut impliquer tout le monde dans ce combat. Je cherche à impliquer des gens et je suis à la recherche de toute forme d'aide. Que ce soit l'appui, les idées, même de votre communauté, ou des gens. D'idées, je suis preneur de tout ce qui peut me permettre de voir. Donc, le but aussi, pour moi, dans cet endroit-là, l'endroit où j'ai payé, la partie où ils ont coupé, j'ai envie de faire un musée. Je vais construire un musée, une résidence d'art contemporain qui permettra à tous les jeunes de venir focaliser leur énergie, et on permettra aux gens d'avoir une sensibilisation gratuite liée au respect de l'arbre, au respect de la nature. L'éducation, vous avez commencé là. L'éducation, vous avez une piste. Exactement, c'est très important. C'est eux qui vont protéger les arbres. C'est ces jeunes-là qui vont protéger. Absolument, et je pense aussi que ça permettra de lutter contre tous ceux qui veulent aussi partir au bout de la terre, donc ça nous permettra d'avoir quelque chose de solide. Des arbres qui restent. Des arbres qui restent. Et j'en ai aussi une autre possibilité, j'ai trouvé une autre parcelle aussi, où il n'y a rien, sur lequel on va construire uniquement des milliers d'arbres. Et Brissa connaît sûrement ce grand écrivain haïtien, Jacques-Stéphane Alexis. Les arbres musiciens. Qui a écrit un livre qui s'appelle Les arbres musiciens, d'abord. Ce sont des arbres en Haïti, quand le vent passe dans les branches, on entend comme de la musique, parce qu'ils ont une sorte de... Alors, tu entends... Je peux vous rassurer que s'il avait la chance ou la possibilité d'aller là-bas pour voir ces sapins, il comprendra pourquoi il a donné ces noms-là. Et je pense que ça répondra vraiment au nom que lui il a donné. Les arbres musiciens. Mais il a dit aussi
en faisant l'éloge d'un grand romancier, Jacques Roumain, l'auteur de Gouverneur de la Rosée, à sa mort, il a commencé son éloge en écrivant « Les peuples sont des arbres, ils fleurissent à la belle saison, et des florescences en floraison, la lignée humaine s'accomplit. Je pense que c'est des choses qui devraient être écrites dans votre lutte. Si vous faites un texte pour accompagner, pour interpeller les gens, pour votre communauté, Paris, New York, Dakar, enfin les grandes villes, et à cette lutte-là, parce que je crois que c'est un arbre qui doit sauver un arbre, et c'est un enfant qui doit s'en occuper. Je pense que cette phrase, les peuples sont des arbres, ils fleurissent à la belle saison, et des florescences en floraison, la lignée humaine s'accomplit. J'aimerais que vous me l'écriviez quelque part. Celui-là, je vais le garder, il est très beau. Le peu de temps que j'ai été au Cameroun, j'ai réussi à sensibiliser une personne dont je voudrais bien énumérer dans ce projet, qui est très impliquée. Et là, on voit quelqu'un qui s'est fait un peu de feu de bois, des feux de bois, qui pour se faire un hangar, qui pour se faire un peu de copeaux, qui pour se faire des planches. On voit ici ça a été bel et bien scié. Et j'ai dit qu'il y a de cela à peine 10 ans, tout ce qui est ici était extrêmement touffu. Tous ces pieds d'arbres coupés existaient encore, étaient en vie, étaient debout. Et ça faisait que le paysage et l'environnement n'étaient pas ce qu'on voit. C'était net le contraire de ce qu'on voit. Mais aujourd'hui, c'est toute une clairière. Ça, c'est du copeau. Ici, c'est une machine qui est passée. Si ça continue ainsi, on ne va pas retrouver un seul pied de sapin d'ici maxi 365 jours ou alors le double. Il est très important. C'est Dali Kimoko. C'est un jeune que j'ai... Dali Kimoko, son nom. Il a acheté la mort de l'arbre. Il a acheté la vie. Exactement. Il a sensibilisé les gens. Il les a regroupés. Et il les a parlé de tout ce que je lui ai raconté par rapport à l'arbre. Alors qu'il n'avait aucune... Il fait partie de ceux qui disaient, bon, vous coupez, vous laissez l'espace ici. Et quand je les parlais de ça, je lui ai montré mon travail où j'habillais des arbres dans d'autres parties du monde. Et je lui ai montré l'importance d'un arbre, l'importance. Et je lui ai dit que si un arbre tombait, c'est 65 litres d'eau qui partaient définitivement sans revenir. 65 litres. Exactement. Est-ce que tu es conscient de ce que vous dépensez, de ce que vous faites comme massacre ici? Dans bientôt, si on vous laisse cette terre, cette belle maison, cet argent que vous avez, je pense que vous vendez des terrains pour avoir de l'argent, pour bien vivre, pour faire tout. Mais si vous n'avez pas d'eau, vous allez vivre où? Où est la beauté de la chose? Et là, depuis, c'est lui qui a pris le relais. À chaque fois qu'il a 3 minutes, il prend une moto pour aller faire un tour. C'est pas Dali Kimoko le musicien? Non, pas du tout, pas du tout. Lui, il n'est pas musicien. C'est son homonyme? Oui, c'est l'homonyme. D'accord. Super sympa. Et vraiment, c'est quelqu'un qui fait beaucoup. D'accord. Mais Dali, je voulais revenir un peu en arrière parce que j'ai eu à une époque le compagnonnage des sapeurs congolais. Des hommes élégants, des hommes pour lesquels l'élégance est quelque chose d'irremplaçable. Et dans toute leur façon de se vêtir et autres, quand on arrive au bout du pied, eh bien, la chaussure est une chose importante à laquelle ils accordent même une puissance, bien sûr la puissance de l'objet, mais une puissance mystique. Et ils aimaient bien les chaussures, disons en peau de crocodile, parce que l'âme du crocodile est dans la chaussure aussi. Évidemment, ça participe à leur puissance et leur volonté de s'exposer. Et je vois que chez la mine, on a bien sûr à 2 pas déjà là cette chaussure. Et que j'ai repéré par ailleurs d'autres chaussures. Il y a encore celle-là qui me rappelait mes amis sapeurs. C'est celle-là. Et puis il y en a d'autres. J'aurais vu comme celle-là. Alors là, celle-là, c'est la plus extraordinaire parce qu'on parlait tout à l'heure de Covid. Mais elle est remplie de flacons. Oui. Il y en a qui tombent. Donc je voulais qu'il nous entretienne un peu de sa relation, son rapport à la chaussure. Cette collection de chaussures. Alors ça, c'est encore un autre projet qui a commencé mais qui n'a pas encore tout à fait
vu le jour, mais j'en ai encore beaucoup de temps sur le travail. C'est la chaussure j'ai fait une collection au niveau de chaussures de tous les journalistes dans le monde qui ont un travail un tout petit peu compliqué et qui ont... Des femmes, parce que je vois uniquement des chaussures ouais, des des femmes. chaussures des femmes, et je ne collectionne que des chaussures des femmes journalistes et qui ont eu ou qui auront des difficultés par rapport à leur propre travail. Mais ça parle des journalistes, mais il y a aussi beaucoup de chaussures qui vont intervenir sur ce projet-là, c'est-à-dire le B.A.B de la chaussure, la composition qualitative et quantitative, l'origine de la chaussure, la démarche des chaussures, et c'est que les chaussures représentent dans chaque différent pays du monde, tel que le Congo, ou comme tu as dit, où la chaussure est marque de puissance, et marque de respect, et marque d'omnipotence aussi. Et de prestance. Exactement. Donc quelqu'un dans cette partie du monde où quelqu'un peut peut-être marcher à poil, mais quand il a une peau de croco au pied, c'est ça change tout. On ne voit plus qu'il est à poil, au fait. Mais les chaussures, oui, c'est vrai, il y a le pied est déjà un élément extrêmement important, même dans la culture occidentale. Ces colliers de Tour Eiffel et toutes ces histoires avec tous ces petits objets miniatures que vous avez là et qui font partie de la culture occidentale, est-ce que ce sont des gris-gris dévitalisés, que les lunettes, que l'Occident, que l'Europe ne sait pas lui aussi qu'elle est gris-grisée? Pourquoi dévitaliser? Dévitalisée dans le sens que tout à l'heure, il y en a qui sont chargés, des objets chargés, et il y a des objets dévitalisés, dans le sens que la personne peut ne même pas savoir et qu'elle porte un gris-gris d'une certaine manière, parce que quand vous parlez des chaussures à talons et qu'on marche sur le parquet et que ça sonne d'une certaine façon, et que des fois les femmes disent je me sens tellement en pouvoir, et quand ça sonne comme ça droit, c'est un gris-gris. C'est pas une chaussure, c'est quelque chose qui vous donne un surplus de pouvoir. Ça dépend de celui qu'on a en face. Pour certaines personnes, les chaussures est un objet de fétichisme aussi. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important pour certaines personnes. Mais pour certaines femmes, c'est aussi un outil de puissance et c'est un outil de pouvoir. Faut pas oublier que pour certaines femmes qui savent ce qu'elles sont et qui elles sont, les chaussures et le sac à main restent quelque chose de très très important. C'est comme vous parlez des Congolais avec des chaussures, et pour certaines femmes, avoir les chaussures et le sac à main qui correspond et qui a la même valeur, les donne les ailes. Ça change complètement. Et quand vous voyez des objets de pouvoir. Exactement, c'est des objets de pouvoir. Mais tout ce que vous voyez ici est rentré ici dans un cadre de travail et dans un cadre de perpétuelle connexion. Ah, ben, le mot a été dit, et je crois que c'est ce qui définit tout à fait la mine, ces deux mots, collection et connexion. On a vu, en faisant le tour, que ce soit des lieux, des objets, des significations, des signifiants, on a vu que l'homme est toujours en pleine circularité, il tourne sur lui-même et sans cesse, mais ce que je retiens de plus fort, c'est son sens de l'autre, et qu'il n'y a pas de barrière de race, de classe et de genre. Les femmes, les pauvres, les blancs, et tout ça. Et toujours cette question que je redemande une dernière fois, ça a commencé quand, cette vision circulaire du monde, chez vous? Je pense en tant qu'homme, je peux dire que depuis que je suis né, parce que je suis nomade, je suis né nomade, et j'ai tous les parents et la famille qui vivent encore dans le nomadisme. Et quand on a cette philosophie-là, je pense que forcément on voit des choses un tout petit peu différentes des autres. Mais là n'est pas forcément la chose. Tout ce qui est, je disais, qui est ici est voué à être impliqué dans l'art et servira à quelque chose. Donc des choses viennent petit à petit. L'accumulation, ce n'est pas que j'ai envie de les accumuler, mais je les ai ici parce qu'ils attendent quelque chose. Tout ce que vous voyez ici est venu poser
mais ça attend quelque part quelque chose. Donc il y a une définition. Tout ce que vous voyez ici, je peux vous dire où j'ai pris, quand j'ai pris et comment j'ai pris et sur quoi je pense. Mais vous Tout ne ce que savez vous pas voyez. où ça va aller. Voilà, mais je peux pas vous dire où ça va aller. Dis-nous. Au fait, la rampe que vous voyez, c'est lors de l'exposition universelle que les Chinois ont ramené un bateau de la Chine jusqu'à Paris. Et lors de l'exposition, ils l'ont utilisé. Et après, quand ils ont terminé, ils ne pouvaient pas le ramener. Donc, il fallait le déchiqueter ou, je ne sais pas, s'en débarrasser. Donc, ils l'ont coupé. Il y a une partie qu'ils ont voulu absolument conserver et ramener chez eux. Ils sont partis avec cette partie-là. Et cette partie qui symbolise pour nous quelque chose de très, 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 très fort, Mamiwata, où les deux cultures se rejoignent. Et nous, moi, j'ai récupéré justement... Ah non, tu vas pas me dire que tu as le truc qui était sur le bateau chinois de l'exposition universelle. Exactement. C'est une copie ou c'est... Non, ça c'est vraiment la réalité. C'est le réel. Ce sont eux qui l'ont amené et à partir de là, un ami, Julien, l'a récupéré et Julien l'a ramené ici et c'est comme ça qu'on a construit... cette rampe avec. En fait. C'est extraordinaire quand même. C'est une très belle histoire. Quoi. Et tu as reconnu quoi là-dedans? Au fait, quand tu vois, quand on parle de Mamiwata chez nous, c'est un symbole très fort. C'est une femme, une reine. Je ne sais pas comment toi tu peux l'expliquer de votre côté, mais c'est quelque chose de très fort. On a une connexion directe avec Mamiwata, qui est une dame de l'eau, la déesse de l'eau. Qui est représenté sur cette forme du bois comme un poisson et la partie en hauteur qui est humain. Oui, Mamiwata, en fait, c'est la sirène chez les peuples du nord de l'Europe, ainsi de suite, et qui a rencontré, avec l'arrivée des Européens, les divinités de l'eau en Afrique, pour tout du continent, encore une fois, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, donc Mamiwata est partout, au Gabon, en Afrique de l'Ouest, au Congo, il y a même la version au Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, en tout cas partout en Afrique, et c'est à la fois ancien et récent, parce que les Africains ont toujours eu des divinités aquatiques, de l'eau. Mamiwata est allée jusqu'au Brésil, elle était en Haïti, elle est allée à Cuba, mais cette rencontre, Simbi absolument, Simbi en 2 ans en Haïti, donc cette rencontre, cette image venue du Nord, avec les modernités africaines au tournant des années 1900. D'ailleurs, l'image la plus répandue a été conçue et dessinée par un Autrichien. Et ça a été introduit autour du début du XXe siècle par les Européens en Afrique. Et ça a circulé très vite, surtout que les Africains s'emparent, absorbent tout ce qui vient de l'extérieur, qui reconvertissent et qu'ils introduisent dans leurs objets, leurs compositions et leurs rituels. C'est ça, parce qu'en définitive, chaque objet, chaque signe ici présent lui permet de décoder son existence. C'est ça. Exactement. C'est tout ce que vous voyez. C'est un autoportrait, mais en marche, en mouvement vers les autres. Et la chaussure est bien le symbole de la marche. Exactement. Ça symbolise la marche, ça symbolise aussi le tour, et ça symbolise aussi quelque chose qui comme une spirale qui s'arrête pas. Lamine, la seule chose que je vous demanderais, si on va le faire tout de suite, c'est de faire une petite promenade dans votre jardin avant que le soir tombe.